là, les problèmes techniques. Bonjour tout le monde, Barbara Bertini. Je suis coordinatrice régionale des permanences d'accès aux soins de santé, les PASS, et des équipes mobiles à psychiatrie précarité, les MPP, à l'ARS, au département de la santé publique, ARS Île-de-France. Il n'y a pas de son. Il y a un problème d'historie. Donc, j'anticipe, hein, comme ça je reste dans les temps qui m'étaient impartis. Donc, aujourd'hui, je vais jurer. Je vais vous parler. Donc, je vais vous parler des mineurs non accompagnés, plutôt avec un prisme des données qui sont recensées au niveau des PASS et des MPP. Et je n'ai absolument pas la prétention de vous parler de l'ensemble des mineurs non accompagnés, même pas au niveau de la région, mais vraiment je parle des données, de l'expérience, de la prise en charge des mineurs non accompagnés en région Île-de-France par les PASS et depuis quelques années par les MPP. Juste rapidement, donc il y a une définition qui est celle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et vous allez me dire, mais combien il y a des mineurs non accompagnés? Et à part la définition, c'est la seule certitude que nous avons. En réalité, c'est très compliqué d'avoir des données chiffrées sur les nombres. Donc, il y a uniquement les données d'Eurostat, mais Eurostat ne fait que recenser les demandeurs d'asile à l'échelle de l'Union européenne. Parmi les demandeurs d'asile, les mineurs, et parmi les mineurs non accompagnés. Donc ça, c'est des données que nous avons, que je peux vous donner, etc., mais qui ne représentent pas les nombres réels des mineurs non accompagnés au niveau de l'Europe. Après, là où ça se complique davantage, que chaque pays peut avoir des définitions différentes du mineur non accompagné. Il y a par exemple aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, où un mineur non accompagné est obligé, entre guillemets, à déposer une demande d'asile. L'Italie recense les mineurs non accompagnés qui arrivent aux frontières. L'Espagne et la France, un mineur non accompagné va être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il peut bien sûr faire une demande d'asile, mais ceci n'est pas obligatoire. Donc nous avons énormément de données qui ne sont pas forcément collégées d'une façon centralisée, d'où l'effet qu'en réalité, on a des gros données, mais on n'a pas dans les détails effectivement beaucoup d'informations au niveau des données objectives et objectivables. Au niveau, donc d'une façon générale, un mineur, on ne peut pas lui opposer l'irrégularité du séjour sur le territoire français parce que la minorité n'exige pas avoir un titre en régularité de séjour de plein droit. Nous avons au niveau de la France donc la mission des mineurs non accompagnés qui est rattachée au ministère de la Justice avec un rapport d'activité annuel qui ont libre accès. Et en fait, donc ça, c'est les mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance. Je vais aller vite, donc encore une fois, c'est uniquement ceux qui sont confiés à l'ASE. Mais par contre, on peut avoir des évolutions par rapport au nombre, par rapport à l'âge, par rapport au nombre des MENA filles, qui représentent à peu près 8,3% à l'échelle nationale, et aussi les principaux pays d'origine des mineurs non accompagnés. Encore une fois, ceux qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. En région Île-de-France, on a donc donc ça c'est au niveau national. Ça se reflète plutôt pas mal sur la situation en région Île-de-France. On a souvent des donc, derrière ces définitions, bien évidemment, qui sont administratives, c'est comme ça, nous avons des multiples réalités sociologiques. On peut avoir des mineurs non accompagnés en transit, ça veut dire des mineurs qui ne veulent pas rentrer en contact avec la structure ou la ZEU parce qu'ils ne font que passer l'objectif à se passer dans un autre pays. Alors, sont déjà isolés, voire émancipés dans les pays d'origine, victimes des traîtres, qui
sont sortis avec un adulte et qui ont perdu le voyage, qui sont venus tout seuls pour rejoindre quelqu'un, qui ont été mandatés par la famille, ou alors qui sont partis seuls ou en groupe, sans que la famille change pour eux. Et bien sûr, tous ces différents statuts peuvent évoluer au fil du parcours, au fil du projet migratoire. Je fais une petite pub, c'est la partie des masques et la plume. J'ai ceux qui me répondent. Je vous invite vraiment à voir les films Moi Capitaine, qui parlent effectivement de deux jeunes, on ne sait pas s'ils sont mineurs ou pas, mais deux jeunes qui partent du Sénégal pour échanger Europe. Et une autre bouquin, un bouquin qui commence à avoir quelques années, qui s'appelle Bilal sur la route des clandestins, et qui explique tous les trajets, les parcours migratoires. Tout ça pour dire que quand on part avec ou sans le corps des parents, déjà il faut avoir un capital économique, un capital social, avoir un courage. Voilà, c'est tous ces périples, et que ce soit des bouquins ou les films, vont bien expliquer comment tout au long du passage, finalement, il y a des épreuves tout au long du trajet migratoire. Le fait que ce soit deux Italiens, vous voyez, aucun rapport de cause-effet avec mon donc, en plus donc on a vu des multiples réalités sociologiques et bien sûr des multiples réalités administratives. Donc un mineur non accompagné primo-arrivant, qui n'est pas encore entré en contact avec les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, il peut être en cours d'évaluation, il peut être mis à l'abri ou pas, on attend des rendez-vous, on attend des notifications des décisions. Ensuite, il peut être non reconnu mineur, mais il a le droit de faire le recours. Ensuite, après le recours, il peut être reconnu mineur ou alors définitivement non reconnu. Et donc, tout ce process peut durer de quelques jours à quelques mois, et on reviendra sur les recours. Et les recours, par contre, la mise à l'abri, l'évaluation en région Île-de-France, c'est assez rapide. C'est 5 jours qui peut être renouvelé une fois, ou 8 jours si effectivement il y a des problèmes de santé qui seraient un empêchement à l'évaluation. Mais par contre, les recours à lui peuvent prendre entre plusieurs semaines et mois, parfois même plus. Voilà, donc ça c'est un schéma du Comène, je pense. Donc, vous voyez bien les parcours de la reconnaissance de la minorité. Et je vous ai mis une autre référence cinématographique, l'histoire de Suleiman, qui n'est absolument pas un mineur non accompagné, c'est un demandeur d'asile adulte. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, la reconnaissance de la minorité est basée sur un entretien. Donc il y a bien sûr les papiers que la personne mineure peut présenter ou pas, mais en réalité il s'agit d'une évaluation d'un entretien avec des évaluateurs qui est plus ou moins formaté et harmonisé au niveau national, mais qui reste du récit. Et dans le récit, il peut y avoir des incohérences. Sur l'état de santé somatique et psychique peut avoir un impact sur les récits et la cohérence du récit. Et donc, c'est vrai que, en fait, c'est sur la base d'un entretien qui va se jouer la reconnaissance ou pas. C'est que je vous disais, les mineurs qui ne sont pas reconnus comme mineurs isolés peuvent faire recours. Pendant les recours n'est pas suspensif, c'est-à-dire que pendant les recours, ils vont se retrouver à avoir accès au dispositif des droits communs adultes, et la non-reconnaissance de la minorité leur permet les recours à l'ensemble des dispositifs de droits communs adultes, mais avec parfois une réelle difficulté à défaut de connaissances, notamment par exemple des dispositifs logement ou alors des dispositifs même sanitaires, avec une non-connaissance, disant mais il est isolé, mais il n'a pas représentant légal, est-ce que je peux l'hospitaliser ou pas? Je vous ai mis, alors, nous travaillons beaucoup avec une association qui interviendra tout à l'heure, Psychologie dessinatoire, qui en effet a créé des outils, sans parler des MNA allophones, donc des outils pédagogiques et informatifs qui font appel uniquement à des dessins. Donc là, j'ai mis les dessins.
Qu'est-ce que fait l'ARS? Bon, l'ARS, avec tous les partenaires qu'elle soutient sur la prise en charge des mineurs non accompagnés, a essayé aussi de créer des notes qui sont en accès libre sur notre site, justement pour faciliter la prise en charge somatique et des soins en santé mentale dans les dispositifs de droit commun, pas uniquement dans les PASS et les équipes mobiles, la psychiatrie précarité, accompagnés d'un guide qui effectivement essaye de donner des infos et des recommandations pour une bonne prise en charge des mineurs non accompagnés. Donc on a essayé, je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas le temps, mais pour chaque situation administrative, voir comment ça doit se faire l'enregistrement, les consentements aux soins, comment ça va être la prise en charge au niveau de la structure des soins, la sortie, les signalements, voilà. Et donc en fait, l'idée étant que chaque mineur non accompagné, même quand il n'est pas reconnu mineur et donc sous la protection de l'ASE, puisse avoir accès à des soins de qualité. Et sa minorité, l'absence des représentants légaux ne doit pas être un frein, un obstacle à sa prise en soin. On a refait les mêmes exercices sur la note relative à la sectorisation des soins psychiatriques, donc qui a été remise à jour en 2023, où il y a un paragraphe spécifique sur les patients enfants et adolescents, dont les mineurs non accompagnés, pour éviter de dire oui, mais ils ne sont pas sectorisés, donc il n'y a pas de prise en charge possible. Voilà, donc état de santé des mineurs non accompagnés. On passe. On a 68 passes en région Île-de-France avec une file active annuelle, ça dépend des années, mais hors Covid, qui est à peu près de 55 000 à 57 000 personnes par an. Région Île-de-France, toutes passes confondues, généralistes et spécialisées. Les mineurs non accompagnés représentent à peu près 10% de notre file active. Ça pour vous donner les contextes. C'est que nous remarquons donc au niveau des santé somatique. Alors, on dit un retard vaccinal, on n'en sait rien. Parfois, les mineurs ne savent pas s'ils ont été vaccinés, pas vaccinés, et quand de quel vaccin. Donc, en fait, on fait beaucoup du rattrapage vaccinal, on passe. Après, il y a des mineurs qui arrivent des pays où l'état de santé totalement n'existe pas. Donc, voilà, des autres qui viennent des pays où l'état de santé, donc on peut supposer que des vaccins ont été faits. Bon, voilà. On a parfois des parasitoses, bon, voilà. Très peu d'addictions. Moins de 10% de notre file active des mineurs non accompagnés présentent des comportements addictifs. On peut avoir des hépatites B latentes, on peut avoir des problèmes cardio, beaucoup de diabète de type 2, malgré une population relativement jeune. Tout ce qui est ortho-traumato, c'est vraiment extrêmement lié aux conditions de vie, donc quand on est à la rue et ou au périple migratoire, aux violences subies. Problème digestif, on viendra après, c'est un public qui est en sécurité alimentaire sévère. Donc, tout ce qui est troubles digestifs, c'est vraiment lié à la situation de précarité, bucco-dentaire également, dermato-précarité, plus, quand on vit à la rue sous une tente, bon voilà, il y a une gale, voilà. Et on a parfois des ITL, des infections tuberculeuses latentes, chose qui est un vrai problème. Je reviendrai après, parce qu'il y a des soins, mais des soins pour une pathologie qui n'est pas ni visible ni intrusive, avec un protocole médical assez lourd, et quand on est à la rue, on peut, voilà, compliqué à suivre. Au niveau psychique, et je ne sais pas combien de temps me reste, donc on a beaucoup de troubles de sommeil, de la tristesse, de la fatigue, souvent de la détresse sociale et temporelle, on reviendra sur les temporalités, les troubles de la concentration, possibilité, colère, risque dépressif, des souffrances réactionnelles, et parfois on a aussi des PTSD, donc des syndromes post-traumatiques. Toutes choses égales par elles-mêmes, les idées suicidaires sont beaucoup plus exprimées chez les mineurs non accompagnés que les jeunes natifs, versus beaucoup moins de passages à l'acte. Voilà, donc en fait, on est d'accord, hein, migrer, c'est pas la migration, c'est pas un traumatisme en soi. Par contre, ça peut le devenir selon les contextes dans lesquels la migration a eu lieu. Donc effectivement, il y a plein de facteurs exogènes, l'errance administrative, la lenteur, être à la rue, être inactive, isolée, ou alors une mobilité forcée, etc., la précarité, la discrimination, l'allophonie. Hein. Vous avez énormément de critères qui peuvent venir s'ajouter et donc être des facteurs des troubles psy
et ou augmenter les risques de développer des troubles psychiatriques. Voilà, sachant que alors, chaque mineur non accompagné n'a pas un PTSD. Ok, alors il y en a beaucoup qui ont vécu des événements traumatiques. Qui dit vécu dans un événement traumatique, ça ne veut pas dire un psychotrauma nécessairement, ça ne veut pas dire PTSD forcément. Néanmoins, nombreux sont les mineurs non accompagnés qui, du fait de la raison du départ, les périples migratoires et les conditions d'accueil dans les pays hôtes, ont vécu des événements traumatiques, souvent souvent à répétition, et donc qui peuvent développer un psychotrauma simple, complexe. On ne rentrera pas là-dessus. Voilà, donc en fait, donc les recours, que ce soit en PASS ou en MPP, on est plutôt sur une approche intégrative, c'est-à-dire évaluer avec les mineurs non accompagnés ses priorités et ses besoins prioritaires. Et après, heureusement, existe et donc plusieurs structures sont peut-être présentes ici, mais je pense à CAPSIS notamment, qui font de la prise en charge et qui peuvent, avec des méthodes comme les PTSD ou l'MDR, etc., faire face, pardon, l'MDR ou les TCC, pouvoir prendre en soin des pathologies, on va dire des tableaux psychologiquement cliniques complexes. Voilà, donc les conditions de vie. Voilà, juste, et je termine là. Donc, il y a un rapport qui a été fait par plusieurs assos sous la direction d'Action contre la faim. Alors, ça, c'est sur un échantillonnage des jeunes mineurs non accompagnés en recours à Paris. La méthodologie, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais vraiment fiable. Et donc, en fait, sur cet échantillon-là, on voit effectivement que les jeunes mineurs non accompagnés en recours, donc 90% sont à la rue. Vous allez voir sur la possession d'équipements, des couchages, etc. Bon, ben, c'est pas non plus le grand confort. L'insécurité alimentaire. Alors, moi-même, j'étais très étonnée par ces données parce que l'enquête a eu lieu à Paris, Paris Intramuros. Donc, on peut imaginer que les recours on va dire à l'alimentation n'est pas très compliqué versus 53% souffrent d'un indice des faim sévères. Les conditions d'hygiène. Et là où je vais terminer, et ça fait écho avec mes collègues, quand on demande à ces mineurs non accompagnés c'est quoi leurs besoins prioritaires, eh bien, l'éducation et les cours de français viennent en premier. Je vous ai mis quelques repères bibliographiques importants et je vous remercie. Et j'ai fait la pub aussi à un guide santé mentale qui a été fait par Emmaüs. Donc, vous pouvez le trouver sur les sites. Il est très, très bien fait. Effectivement, il faut un peu tous les outils, tous les dispositifs. MNA ou pas, ce n'est pas spécifique aux mineurs non accompagnés, mais c'est vraiment un outil dont j'ai tenté de faire la promo. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ah. Bonjour. Moi, je voulais savoir, Barbara, excusez-moi, Bertini, comment on pouvait expliquer la différence du pourcentage entre garçons et filles sur le camembert que vous avez montré au début ? Pourquoi il y a plus de garçons que de filles ? Je ne sais pas l'expliquer. C'est vrai que pendant des années, les mineurs non accompagnés étaient majoritairement des jeunes garçons, des garçons. Et là, on a de plus en plus des filles qui arrivent avec les mêmes parcours migratoires. Alors, sont plus invisibilisés. Deux, et pas que pour des mauvaises raisons. C'est souvent parce que l'hébergement, la prise en charge, elles sont prioritaires. Mais par contre, on a de plus en plus de filles qui arrivent avec les mêmes parcours migratoires, les mêmes trajets,
victimes des violences et violences sexuelles. Et en fait, selon les rapports de la mission des mineurs non accompagnés, il y a effectivement des jeunes filles d'Afrique subsaharienne qui partent pour fuir des mariages forcés et ou des mutilations sexuelles féminines. Et, voilà. Et donc, elle prend la route, comme ils disent. Et après, une autre partie, que c'est plutôt Europe de l'Est, sur des mariages pseudo-arrangés à distance, où elles sont encore mineures, elles intègrent la famille, la belle famille qui est en France. Après, ça ne se passe pas si bien que ça, et finalement, se retrouvent à la rue. Pour le moment, c'est ça, on va dire, les profils sociologiques des mineurs non accompagnés, filles, qui vont arriver. Merci. Oui, je confirme, à la Maison des Femmes, en effet, c'est le gros de nos mineurs, ce sont des jeunes filles qui ont fui des mariages forcés. Et surtout, toute la violence qui va autour. C'est-à-dire qu'elles ont souvent vécu de la violence éducative, de l'excision, de l'inceste, et puis ça se termine par un mariage forcé, donc un refus de rapports conjugaux, donc des viols conjugaux et de la violence conjugale. Et on rajoute à ça le parcours migratoire qui est forcément violent. Moi, j'avais plein de questions. Je ne comprends pas pourquoi il y a plus de diabète de type 2, parce que c'est des jeunes. Nous, on a pas mal de jeunes filles qui ont des problématiques d'addiction, donc j'étais un peu étonnée. Mais moi, ma grande question, c'est que vous avez dit la migration n'est pas forcément un trauma. Et là, ça m'a un petit peu interpellée, parce que autant quitter son pays avec un bon bagage culturel, un visa d'entrée, une place dans une université prestigieuse, c'est génial. Autant ces jeunes qui viennent, je pense qu'ils ont déjà vécu des traumas qui les ont poussés à partir. Et tout ce qu'ils vivent est traumatique. Donc je suis un petit peu étonnée, parce que le PTSD, c'est vraiment ce qui nous occupe le plus. Donc j'aurais aimé que vous nous développiez ça. Et puis je voulais aussi vous donner une référence culturelle. Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diomé parle merveilleusement bien de cette migration et de comment on encourage les jeunes à partir en leur racontant des choses qui sont fausses pour les faire rêver d'une France qui n'existe pas et de toute la souffrance qui va avec. Oui, sur l'effet que migration égale, voilà, comme vous dites, ça dépend dans quelles conditions on migre. Et voilà. Et sur les addictions, oui, je confirme. On a moins de 10%. Alors, on passe, mais c'est vrai, voilà. Mais non, c'est pas. Alors, je ne sais pas s'il y a un facteur protectif lié à la religion, lié à l'image que les addictions ont dans les pays d'origine, qui sont souvent pénalisées au sens du pénal. Et donc, je ne sais pas si ça a un impact ou pas, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas. Et encore une fois, on a des épiphénomènes, ce qu'on appelait les enfants de la Goutte d'Or, du Square Bachung, voilà, où là, il y a des bonnes références, des traces. Il y a eu un super rapport, donc, qui sont effectivement remontés jusqu'au pays d'origine, les lieux d'origine, de ces groupes, des jeunes garçons d'origine marocaine, Poupoli. Mais voilà, ça reste un épiphénomène sur une quantité. Quand je dis 10% de la file active, on passe à ces des mineurs non accompagnés sur 57 000 et moins de 10% d'addiction. Ok, parce que nous, on observe aussi des addictions qui vont avec des conduites prostitutionnelles pour se procurer, et donc dans un cercle, pour le coup, extrêmement vicieux qu'il faudrait pouvoir interrompre. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ou bien parmi les collègues ? Pas de questions ? Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait plus de passage à l'acte chez les jeunes natifs que chez les jeunes migrants. Comment on peut expliquer qu'il y a plus de résilience chez la population migrante ? Déjà, je sais pas, j'ai pas eu réponse. Par contre, sur effectivement, donc c'est une colloque qui a eu lieu pas plus tard que lundi dernier à Sant'Anne. Donc, ils ont présenté une étude sur effectivement la verbalisation d'idées suicidaires plus importante
que toutes les choses égales pour elles-mêmes que les natives, versus beaucoup moins de passages à l'acte. Je ne sais pas si c'est une explication, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de résilience. Ce sont des jeunes qui pourraient être ici, alors, sauf ceux qui sont venus, hein, quand je disais, il y a migrants et migrants, mais les mineurs non accompagnés en recours et en errance ont eu un parcours migratoire souvent extrêmement complexe. Donc, il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de courage. Ce sont des jeunes qui ont un degré de maturité beaucoup plus important par rapport à l'âge déclaré, chose qui parfois joue en leur défaveur, notamment sur les moments de l'évaluation. Après, est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du culturel, religieux, qui protège du passage à l'acte? Mais voilà, par exemple, on a très peu de phénomènes. Quand je dis très peu, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais peu de scarification. Alors que chez les jeunes natifs, notamment sur la même tranche d'âge, on peut avoir des phénomènes d'automutilation, scarification, etc. Donc je ne peux pas vous répondre. Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est culturel? C'est parce qu'ils ont déjà été confrontés à tellement de choses que finalement ils ont un courage, une résistance, une résilience. Voilà, on ne peut pas avoir une réponse